OK, bonjour. Bienvenue à cette séance d'exercice. Il y avait des étudiants qui m'ont fait des demandes sur certains sujets. Donc, j'avais prévu faire un exercice sur l'optimisation des réseaux. Puis l'exercice qu'on va faire, c'était une question d'examen en 2019. Ensuite, on m'avait demandé d'utiliser la méthode du grand M, théorie des écarts complémentaires. Et par courriel, j'ai aussi eu une demande, quoi faire avec des variables libres ou avec des variables qui peuvent prendre des valeurs négatives. Donc ici, j'ai fait un petit mélange là, à la question 7 de ces 3 dernières questions. Donc on a le problème qui est ici, maximiser 2x1 moins 7x2 plus 2x3 moins x4, contrainte plus petit ou égale, contrainte plus grand ou égale, 2 variables non négatives, une variable libre et une variable qui peut prendre une valeur négative. J'en ai pas parlé durant les cours, mais ça s'est retrouvé dans le devoir, puis peut-être qu'il y a des gens qui ont pas vu l'astuce ou qui l'ont pas trouvé. Mais on peut rendre ce problème-là sous la forme standard. J'en avais parlé, au dernier cours, donc comment on peut faire pour gérer la variable libre et la variable négative. Donc pour commencer, on va rendre, notre modèle, sous la forme standard. Puis, sous la forme standard, bien, bon, moi j'utilise une minimisation. On a besoin de contraintes d'égalité. On a besoin de variables qui sont non négatives. Donc le seul aspect jusqu'à présent qu'on n'est pas capable de gérer, c'est, variables libres et des variables qui peuvent prendre une valeur, négative. Donc je vais aller ici, puis je vais recopier mon modèle. Rendre ça sur la forme standard, minimiser 2x1 moins 7x plus 7x2 moins 2x3 plus x4 pour rendre minimisation. Sujet A, x1 plus 2x2 plus x3 moins 3x4 plus E1 égale à 10. Et ensuite 2x1 plus 8x2 plus x3 plus 2x4 moins S1 est égal à 8. Je vais faire une première transformation pour les variables x2 et x4. Donc, Excusez-moi, oui, euh, pour le minimum, c'est pas plutôt moins 2x1 oui, si vous merci, passez tout. merci. Je vais aller vite. Donc, pour gérer la variable libre x2, ben, ce qu'on peut faire, c'est remplacer x2, c'est égal à, je vais appeler ça x5 moins x6. Je vais remplacer partout x2 par x5 moins x6, où x5 et x6 doivent être supérieurs ou égal à 0. Puis, pour x4, ben, je vais remplacer x4 par moins x7, avec x7 supérieur ou égal à 0. OK? Donc, j'ai juste à aller dans mon modèle. Là, j'ai un x2, fait que je vais remplacer partout par, mettre en parenthèse, comme ça, comme ça, comme ça. Puis pour x4, je vais faire la même chose, donc je vais écrire moins x7 plus 3x7 moins 2x7. OK, donc ça nous donne ça. Puis on va écrire nos contraintes de non-négativité maintenant. x3, x5, x6 et x7 plus égal à 0. Puis je pense que tout le monde comprend la transformation. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'à la fin, bien, on veut une solution au problème original. Donc, il va falloir retransformer. Okay, il va falloir prendre x5, x6, le remettre dans x2,
x7, le mettre dans x4. Donc, pour faire ça, bien, on va utiliser la méthode du grand M. Je vais ouvrir la grille Excel. Le classeur. Parce qu'il y en a qui recopient. C'est bien de voir des vidéos, je vois des gens qui travaillent. OK, donc on va y aller avec ici nos variables de base. x1, x3, x5, x6, x7 avec nos termes de droite. Oups, Mais là, il ne faut pas une variable artificielle. Oui, merci. Je crois que c'est la voix de Christelle. Merci. Et S1. Oups. Puis on va centrer. Donc, je vais avoir. Oups. Il manque la variable artificielle. A1. Donc ici, je vais avoir E1 comme variable de base, A1 et moins Z. Donc je vais juste recopier ici 1, 2, X3, c'est rendu quoi ça? Ici, c'est moins 2, 1 et... non, c'est 1 et 1. J'ai un moins 2 ici. Ici, j'ai un moins 2. Ici, j'ai 7 et moins 7. Pour X5, j'ai 2 et 8. Moins 2, moins 8. Ici, j'ai 3, moins 2 et moins 1. Si je me retrouve avec 1, 0, 0, puis égal à 10. 8, 1, moins 1, 0, 0, 0. Et je vais mettre une grande valeur ici. Je vais mettre 100 et 0. Donc, la première étape, une fois qu'on a notre tableau, bien, c'est de voir que une des variables de base se retrouve dans l'objectif. Son coefficient n'est pas nul. Donc, la première étape, c'est d'enlever la variable de base de l'objectif. On n'a jamais de variable de base de l'objectif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la ligne de l'objectif moins 100 fois la ligne avec A1. Donc, ça va être égal à ceci, moins ceci fois ceci. Et c'est ça le problème de la méthode du grand M. Est-ce que j'ai fait une erreur? Il ne faut pas oublier de figer le 100, le I4. Ouais. Ah oui, il manque un dollar. Comme ça. Ça donne des valeurs pas très belles. OK, donc on va choisir une variable d'entrée. Quelle variable est-ce qu'on pourrait choisir? X5. On peut choisir X5. Est-ce qu'on pourrait choisir X3? Ça reste une variable négative, mais c'est pas la mini. Et est-ce qu'on pourrait choisir X1? Même Ouais, réponse. on peut prendre n'importe laquelle hein, qui est négative. D'accord. On pourrait faire une petite folie. On va prendre X3. X3 entre. Ensuite, mais il va falloir Pas bon, les choisir. folies 3 jours avant l'examen, par exemple. Ben, l'important, c'est de choisir une variable négative. Si je m'en viens au cours 4, il y avait un exemple graphique de ce qui se passait avec le simplex. Puis si vous vous rappelez, mais au début, on faisait rentrer la variable x2 dans la base. Ensuite, on faisait rentrer x1, puis on se retrouvait ici, c'était la solution optimale. Mais on aurait pu faire rentrer x1 dans la base,
Euh, Ça nous aurait amené au point ici. Ça aurait amélioré notre objectif. On fait rentrer X2 dans la base. Ça améliore notre objectif. Puis je crois peut-être qu'il y en aurait une autre à faire rentrer pour se rendre à la solution optimale qui est ici. Donc, l'important, c'est juste de choisir un coefficient qui est négatif. Puis parfois, on peut être un peu plus rusé parce que mais on peut voir que si les coefficients sont élevés, c'est-à-dire que si je faisais rentrer x5, bien, la plus grande valeur de x5 possible, je pourrais l'avoir, là. Ça serait, si je fais le terme de droite divisé par la colonne de x5. Donc, la plus grande valeur que pourrait prendre x5, là, ça serait 1. Alors que si je fais rentrer x3, bien là, la plus grande valeur que x3 peut prendre, bien là, le coefficient, c'est 1, donc ça va être 8. Puis si je fais 8 fois 102, bien, ça va être plus grand que 1 fois 793. J'espère que je ne viens de pas faire une folie, là. Donc, on va y aller avec les étapes standards. On a ça ici. Donc, on va avoir la variable A1 qui va sortir. Puis ensuite, bien, on va faire notre pivot. Donc, on va avoir ça. Je vais mettre x3 ici. Puis, mon pivot se fait autour de cet élément-là. Donc, je vais faire ceci divisé par... C'est inutile, j'ai déjà un 1. Comme ça. Ensuite, bien, je dois mettre des zéros dans la colonne de x3. Donc, je vais avoir la ligne 1 moins 1 fois la ligne 2. Ah non, c'est bon. Puis ensuite, bien, je dois aller mettre un 0 ici dans la fonction objectif. Donc, ça va être égal à la fonction objectif moins 102 fois la ligne 2. Donc, ici. Quelqu'un demande comment on choisit où va la variable artificielle. Je ne comprends pas la question. Peut-être vous pouvez élaborer. Pendant que vous élaborez, je vais poursuivre. Le coefficient de 1 dans la ligne du premier tableau. Bien ça a encore à voir avec démarrer le simplex quand on a la forme standard. Donc ici, on avait la forme standard qu'on retrouve ici. Puis pour démarrer le simplex, bien, on a besoin d'une variable qui est isolée dans chaque contrainte. Pour la contrainte numéro 1, bien, on a la variable E1 qui est isolée. Donc, une variable isolée, c'est une variable qui est présente une seule fois dans une contrainte et qui a un coefficient de 1. Puis, pour la deuxième contrainte, bien, on n'a pas de variable isolée, donc il faut ajouter une variable artificielle. Donc, on ferait plus A1. Puis, comme non, x3 n'est pas isolé parce que x3 se retrouve dans la contrainte 1 et dans la contrainte 2. Donc, il faut ajouter une variable artificielle. Puis là, comme on utilise la méthode du grand M, ça va être plus grand M fois la variable artificielle. OK. Donc, on poursuit. Je pense qu'on était rendu là. Donc, on va faire rentrer x6. C'est l'unique... Ah non, il y a aussi S1. On va faire rentrer x6. Donc, x6 entre. Puis ensuite, bien, divisé par 6, ça va être forcément A1 qui va sortir, parce que l'unique coefficient positif dans la colonne de x6, c'est où se trouve la variable de base E1.
Donc, on poursuit. Ça. Je vais avoir x6 ici. Et je vais diviser ma ligne par 6. Divisé par 6. Ensuite, je vais mettre des zéros dans la colonne. Ceci moins ceci fois la ligne 1. Et ça va être égal à ceci moins 23 fois la ligne 1. Ça a l'air bon. Donc, on fait une autre itération. X1 a un coût réduit négatif. On poursuit. X1 entre. Puis, ça va être X3 qui va sortir. C'est l'unique ligne avec un coefficient qui est positif. Ici. X1, je vais prendre cette ligne-là divisée par 2 tiers. Ça va être cette ligne-ci moins 0,17 fois la ligne 2. Et puis, la ligne 3, moins 1,83 fois la ligne 2. OK. Donc, on a trouvé une solution optimale. 3, 16 et 53. Donc, si je reviens à mon tableau ici, solution optimale, x1 est égal à 16, x6 est égal à 3 et z est égal à moins 53. OK. Et bien là, je dois remettre ma solution optimale dans le problème original. Donc, genre x1 qui est égal à 0, genre x2 qui est égal à x5 égal à 0, donc ça va être 0 moins 3, ça va me donner moins 3. x3 est égal à 0 et x4 est égal à 0, parce que x7 est égal à 0. Est-ce que j'ai fait une petite coquille? Ouais, ici, c'est 16. On me demande... Ici, on n'a pas de valeur isolée, on met 2 variables artificielles. Pour chaque contrainte, il faut aller regarder dans les notes de cours. Pour chaque contrainte, vous allez retrouver ici la matière si vous voulez l'étudier. Mais pour chaque contrainte, si on n'a aucune variable isolée, donc une variable isolée, c'est une variable qui a un coefficient de 1 dans la ligne uniquement. Il y a des zéros partout ailleurs. S'il n'y a aucune variable qui est isolée, mais là, il faut ajouter une variable artificielle. Donc, si on avait eu, par exemple, 2 contraintes plus grandes ou égales, puis on n'a pas de variable isolée, mais il faut ajouter 2 variables artificielles. OK. Donc, on va poursuivre avec la prochaine question. Une question. Oui. Si on fait le calcul du BI divisé par AI et sur la colonne, on a un 0, on va quand même faire la division ou parce que ça va faire... Non, non. Il faut que tous les termes soient positifs lorsqu'on fait ça. OK? Bon, je vous réfère aux notes de cours. Variable d'entrée, variable de sortie. Hein? La variable de sortie, vous pourrez regarder la fiche résumée, mais la variable de sortie, il faut que le BI sur le AIJ, il faut que le AIJ soit strictement positif. Si c'est 0, bien, la division est non définie.
Puis si c'est négatif, bien, ça veut dire qu'on peut augmenter la variable indéfiniment. Puis là, on aurait un problème non borné. Donc, il faut se concentrer uniquement sur des variables qui ont un coefficient positif. OK, merci. Puis, on me demande bien, pourquoi on a fait entrer x3 dans la base. Bien, on peut faire entrer n'importe quelle variable dans la base. On en a choisi une qui avait un coût réduit négatif. Ça nous permettait d'aller dans la direction de notre objectif là, pour l'améliorer. On aurait pu commencer par x5. On aurait pu commencer par x1. N'importe laquelle de ces trois, ça aurait fonctionné. Probablement que par x1, on aurait peut-être fait moins d'itérations. Oui, en temps normal, on choisit la plus petite, mais finalement, dans la solution optimale, c'est x6 qui est positif. Donc, faire entrer x5, ça aurait été inutile. Mais en théorie, selon l'algorithme qui est dans les notes de cours, on fait rentrer x5. Si on ne transforme pas la variable libre, est-ce que l'on peut quand même trouver une réponse par le simplex? Non, Ramsey, on ne peut pas parce que bien, l'algorithme il fonctionne juste avec des variables non négatives. C'est comme ça. OK. Donc, on va poursuivre avec la prochaine question, qui était je pense, c'est de faire le dual de notre... trouver le dual du problème. Donc, on connaît la solution optimale. On va écrire le dual. Dans le dual, ce qu'on va retrouver, bien, ça va être deux variables. Il va y avoir deux variables une pour chacune des contraintes, y1 et y2. On va avoir un objectif de minimisation. Puis, il va falloir déterminer c'est quoi le signe là, de ces variables-là. Est-ce qu'elles sont non négatives ou non positives? On peut regarder dans le tableau à la page 12 du cours 5.2 pour s'aider là, avec le signe des variables et des contraintes. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, je vais aller avec première étape. Donc, dans mon dual, mais ça va être de maximiser. Je vais juste mettre ça sur le côté ici. Donc, ça va être de maximiser 10 y1 plus 8 y2. 10 y1 plus 8 y2. Sujet A. On a 4 variables, on va avoir 4 contraintes. Donc, on va avoir y1 plus y2 plus grand ou égal à 2. y1 plus 2y2. Puis là, pour le signe, comme je vous ai dit, on a une maximisation avec des variables non négatives. Maximisation avec des variables non négatives, ça va me donner des contraintes plus grand ou égal. Donc, plus grand ou égal à 2. Pour la seconde contrainte, donc x2 est libre, ça va nous donner une contrainte d'égalité. 2y1 plus 8y2 égale à moins 7. 2y1 plus 8y2 est égal à moins 7. Ensuite, pour x3, y1 plus y2 est plus grand ou égal à 2. Et pour la dernière, donc on va avoir moins 3y1 plus 2y2. Et donc ici, on a une variable qui est plus petit ou égal à 0. Dans notre tableau, pour la maximisation, plus petit ou égal à 0, ça nous donne une contrainte plus petit ou égal. Donc, ça va être plus petit ou égal à moins 1. Moins 1. Avec y1, je vais juste aller voir. Donc, on a maximisé, c'est une variable plus petit ou égal. Donc, ça va me donner une variable y1 plus petit ou égal à 0. Puis un plus grand ou égal, ça va me donner une variable plus petit ou égal à 0.
ici ou égal à 0. Donc, ça, c'est notre dual. Ah oui, quelqu'un note pourquoi on n'a pas écrit minimiser au lieu de maximiser, parce que j'ai fait une erreur. OK, donc la prochaine étape, ça va être de retrouver la solution du dual à partir de la théorie des écarts complémentaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque variable qui est non libre, et pour chaque contrainte qui n'est pas d'égalité, on va écrire des conditions. Donc, si je descends ça un peu ici. Comme ça. Donc, on a ceci. Donc, si j'écris les conditions, je vais commencer avec celle et on a la solution ici. Je vais toutes les écrire, puis ça va plus simple. Donc, je vais faire x1. x1 est pas libre. Donc, je peux écrire la condition. Donc, je multiplie x1 par la contrainte correspondante dans le dual. Je vais faire la même chose avec x2. Si on les écrit, les contraintes d'égalité, on va juste se ramasser avec un 0, 0, 0, puis c'est pas plus grave que ça, ou ça peut causer des problèmes? Dans le sens, ouais, là, j'allais le faire, en fait, puis ben, je peux pas le faire, là. C'est moins plus 7. Ben parce que ça, on a la contrainte qu'il faut que ça soit égal à 0. Donc, x2 peut prendre n'importe quelle valeur. Ça, on l'a dans notre problème original, cette contrainte-là. C'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. Ça ne nous permet pas de trouver la valeur de x2. Donc, on ne la met pas. Ouais, on pourrait juste mettre celle-là où on a égal à moins 7, mais celle-là, je vais la reprendre à la fin, sûrement qu'elle va nous aider. Donc, je vais écrire la condition associée à x3. Ça répond à ta question, Christelle? Ben, pas vraiment. Moi, je l'aurais écrit pour, à la fin, l'utiliser pour trouver la Parfait. comparaison Y1, Y2. Mais... Parfait. On peut l'écrire. Ensuite, x4 par ceci. Plus 1. Je n'ai pas fait d'erreur. Donc, on a ça. Ensuite, bien, je vais écrire celles qui sont associées au primal. Donc, y1 par... On pourrait juste écrire égal 0 partout. Ben, au 3. Égal 0 à quel endroit? Ben, notre x1 de la première ligne égale 0. Ah oui, 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 merci. La troisième puis la quatrième. Oui, merci. Je fais une petite coquille. OK, donc je vais écrire ensuite les conditions pour les contraintes du primal avec la variable du dual. Donc x1 plus 2x2 plus x3 moins 3x4 moins 10 égale à 0. Et y2 par 2x1 plus 8x2 plus x3 plus 2x4 moins 8 est égal à 0. OK. Donc, comme on a la solution du primal, qui est cette solution ici, je vais la recopier. Bien, notre première étape, ça va être d'éliminer les conditions qui nous sont inutiles parce qu'il y a des variables qui sont à 0. Donc, x3 et x4 sont à 0. Les conditions qu'on retrouve ici, on ne pourra rien statuer. Donc, on va les enlever. Donc, je vais juste copier les deux premières. Puis, comme x1, ouais,
x1 est 16, bien, je peux enlever x1 ici d'avant la parenthèse parce que c'est seulement une constante. Puis je vais remettre le 2 ici, je vais envoyer le 2 de l'autre côté. Puis je pense que ben, pour celle-là ici, je pense que je pourrais rien statuer là, parce que si l'intérieur est à 0, bien, je peux rien statuer sur Y1, puis si l'intérieur n'est pas 0, mais je pourrais rien statuer sur Y1. Donc, je me retrouve avec un système, deux équations, deux inconnues. Je vais juste isoler, je vais avoir Y1 qui est égal à 2 moins 2Y2. Puis je vais remplacer, je vais avoir 2 par 2 moins 2. Y2 plus 8Y2 qui est égal à moins 7. Ça va me donner 4 moins 4Y2 plus 8Y2 égal à moins 7. Si j'envoie ça de l'autre côté, donc ça me donne 4Y2 qui est égal à moins 11. C'est-à-dire que Y2 est égal à moins 11 sur 4. Puis ensuite, je peux retrouver la valeur de Y1. Donc Y1 va être égal à, je vais écrire 8 sur 4, là c'est le 2, moins 2 par 11, excusez, il y a un moins ici, sur 4. Donc ça va être égal à 8 sur 4 plus 22 sur 4. C'est égal à 30 sur 4. Donc on a ça. Puis, je veux juste vérifier que ma solution est bonne. Donc, je m'en vais voir dans le dual. Ça, c'est mes coefficients. On savait tout à l'heure que la solution optimale, elle valait moins 53. Et je souhaite de tout mon cœur que, pas fait d'erreur, donc 30 sur 4 par moins 11 sur 4. OK, donc ça, c'est égal à, si je multiplie par 10, ça va être 300 sur 4, moins 88 sur 4. Si je fais ça, 300 moins 88 divisé par 4, ça me donne 53. Ça me donne 53. Ouais. 53. Ici, est-ce que c'était. J'avais écrit moins 53 tout à l'heure? C'est juste qu'on avait converti le problème de Max Amine là, pour regarder. Ouais. Fait que le Z, Ouais. ça ici, il aurait fallu écrire 53. Le Z, c'est égal à 53, le Z original. OK. Est-ce que ça va avec tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. On va passer au problème suivant. Donc, c'est un problème qui était à l'examen il y a quelques années. Donc, un problème de réseau. Ça ressemble peut-être un peu à le numéro 1 du devoir. Pas dans sa solution, mais dans la formulation. Donc, on a un comptoir informatique qui emploie des étudiants pour répondre aux questions du personnel de l'université. Le directeur de recherche cherche à planifier l'horaire des étudiants durant la période des examens où les étudiants ont fourni leur disponibilité. Okay. Le comptoir, lui, il doit être couvert par au moins une personne pour chaque heure de 8h à 17h. Les étudiants sont tous payés 13 de l'heure. Et si l'un d'eux est pris, bien, il doit travailler pour toute sa période de disponibilité. Ce qu'on aimerait, c'est de formuler le problème comme un problème de flow. Puis, on va commencer par dessiner le réseau qui est associé à ce problème.
Je vais vous laisser réfléchir 2 minutes sur comment on peut faire ça. Puis à E39, on va regarder ensemble. Ça va me laisser le temps de faire la solution ici, juste pour être sûr que je ne fais pas d'erreur. OK. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est possible qu'il y ait des étudiants qui travaillent en même temps. Donc, il y a 2 personnes qui pourraient couvrir la même période. Euh, pour faire ce réseau-là, est-ce qu'il y a des gens qui auraient une idée de comment on pourrait faire? On va faire un découpage par rapport aux horaires. Du coup, il faudrait faire donc pour chaque employé de 1 jusqu'à 8, il faudrait faire des créneaux de 8h à 9h et 9-10 et jusqu'à la fin, donc de mémoire, c'est de 16h à 17h. Donc, on aurait... Mais nos nœuds, ça correspondrait à quoi? Mais c'est quels employés ou quels étudiants peuvent travailler pendant ces créneaux-là? Sachant que J'aurais c'est ce que combien de nœuds? euh, mais on a 8 étudiants de mémoire. Et après, du coup, je veux bien que vous remontiez les noms, s'il vous plaît. Oui, oui, C'est de 8h à 17h, c'est ça? oui. Donc, il doit y avoir 9 nœuds, pour 9 créneaux horaires. Ah, Je le voyais comme ça. comme un problème Que je- d'affectation. C'est ça. Mais après, si j'ai un doute sur ce que je fais parce que j'ai lu que il doit travailler sa période de disponibilité. Donc, l'étudiant 1 va être obligé de travailler de 8h à 10h, si je comprends bien. Ouais. Mhm. Euh, donc, si je peux répéter la suggestion de Lucas, dans le fond, ça serait de faire un problème d'affectation. Donc, d'un côté, on aurait, je vais faire ça. D'un côté, j'aurais un nœud pour chaque étudiant. Euh, j'ai 8 étudiants.
j'aurais 8 nœuds. De l'autre côté, j'aurais... Ah, mais ça pourrait pas être un problème d'affectation. J'ai mes heures j'ai mes heures où je dois avoir des gens qui travaillent. J'ai de 8 à 9, 9 à 10, 10 à 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aurais 9 nœuds ici. Mais de cette façon-là, comment on ferait pour dire qu'il travaille de 8 à 9 et de 9 à 10, par exemple? C'est ça le problème. On Je peut suis en train pas, de le voir, ouais. La limite à ma suggestion. on peut pas le... J'ai une question. Celui qui travaille de 15 à 17, vu qu'il y a quelqu'un qui travaille de 14 à 17, il peut-tu ne pas travailler? Lequel? Le 7. L'employé 7, vu que son chiffre est déjà couvert par le 8, mettons. Mais par exemple, peut-être que ça vaut la peine de prendre l'employé 3 et ensuite OK. prendre l'employé 7. Là, je ne sais pas c'est quoi qui vaut le plus la peine. Mais ça serait possible qu'un employé ne travaille pas. On n'a pas de contrainte que tous les employés doivent travailler. Non, on n'a Oui, pas de c'était ça la contrainte. question. On n'a pas de Ouais. contrainte. Même le 4 et le 6 ont les mêmes horaires. Donc on pourra en prendre qu'un des deux. Ouais, on n'est pas obligé. Certes. Donc, si on n'avait pas la contrainte que il doit travailler durant sa période de disponibilité, bien là, on pourrait le faire un peu comme suggérait Lucas. Ici, j'aurais mes 8 étudiants. Là, l'offre de l'étudiant, mais ça serait le nombre d'heures qu'il a de disponible. Ici, j'ai par exemple à 8, à 9, à 10, à 11, à 12. Je vais juste y aller rapidement parce que c'est pas la solution. On ne peut pas le faire comme ça, mais il y a des éléments intéressants. Ici, j'aurais l'employé 1, 2, 3, 4. Donc, l'employé 1, lui, il est 2 heures de disponible. Donc, je pourrais faire une flèche comme ça. De l'employé 1, on a 8 ici. Puis j'aurais une offre. J'aurais une offre de -2 ici. Et pour chacune des heures, ben, j'aurais une demande de 1. Par contre, le problème, c'est que si j'utilise l'employé 1, bien l'employé 1 je dois utiliser son offre au complet. Donc, je ne suis pas capable de forcer 2 unités qui vont une vers 8 puis une vers 9. Il y a aussi, bien qu'on a plus de disponibilité que d'heures, donc il va nous falloir un nœud fictif pour accommoder l'offre excédentaire. Mais ça ne fonctionne pas avec la contrainte qu'un employé doit travailler durant toute sa période de disponibilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre suggestion? Mais j'ai pas une solution, mais peut-être une piste d'utiliser les bornes Mais je sais pas comment dire. Une personne, il faut qu'elle fasse absolument 2 heures si elle est choisie. Mais mettons, si ça va vers le nœud bon, parce qu'il y a un nœud qui est bon puis un nœud de surplus. Si ça va vers le nœud bon, ben, le minimum, c'est 2 heures. Tandis que si ça va vers le nœud de surplus, ben, c'est 0. Mais je sais pas. Est-ce qu'on peut faire à l'inverse? Dans le fond, prendre que la demande, ce serait ce qu'on a besoin de couvrir, puis qu'après ça, on l'envoie vers les étudiants pour savoir qui va travailler? Non, ça revient au même problème. La solution ressemble à un exercice que je n'ai pas couvert dans le cours numéro 6. Je vais la faire. En fait, c'est pas cette structure-là qui va fonctionner. C'est sûr que le cours numéro 6, je parle beaucoup des offres
et des demandes. Puis on essaie de voir, mais c'est quoi les offres qu'on a disponibles, c'est quoi les demandes qu'on a disponibles. Plusieurs problèmes, comme le numéro 3 du devoir, le numéro 2. Ce numéro-là, on n'a pas vraiment... C'est pas clair c'est quoi les offres et les demandes. Il faut transformer notre problème en un problème qui a une structure, je veux dire, qu'on connaît. Donc, la solution, c'est un problème ça va se faire avec un modèle de plus court chemin. Je vais mettre des nœuds pour chaque heure que j'ai où je dois avoir un étudiant qui travaille. Treize. 15. 16. Un petit dernier. 17. OK, donc j'ai ça. Je vais juste regarder les suggestions. Il y a Martial qui recommande, peut-on utiliser les bornes avec les nœuds comme heure, nœuds de 8h à 17h, et les bornes représenteraient les plages de disponibilité des étudiants. Algorithme de Dijkstra. J'imagine que ce que tu veux dire par borne, ce sont les arcs. En fait, les arcs vont correspondre à prendre un étudiant. Donc, je vais avoir un arc de 8 vers 10 heures. Oh là là. Attendez. Ah, non, ça fait n'importe quoi, ça. Oups. Ah, tiens. Donc, j'ai un étudiant qui est disponible de 8 à 10 heures. Emprunter l'arc de 8 à 10 heures, bien, ça correspond à prendre cet étudiant-là. Puis le coût, bien, c'est son nombre d'heures fois le tarif horaire, 13 fois 2 heures, ça va être 26. J'ai d'autres étudiants, j'en ai un de 9 à midi. Donc, je peux faire un nœud de 9 heures jusqu'à midi. Puis, son coût, bien, ça serait 39, 3 fois 3 heures, 13 fois 3 heures. Ensuite, bien, j'en ai un de 11 heures à 15 heures. Oups, qu'est-ce que je fais là? OK. Et puis ça me donne 1, 2, 3, 4. Donc, ça serait 52. Je vais juste tous les mettre. Parce qu'il y a un autre détail qu'il ne faut pas oublier à la fin. Puis je vous invite à réfléchir. OK? Donc, si je mets tous les arcs, est-ce que... dans le fond, je vais mettre tous les arcs. Puis là, la solution optimale, bien, ça serait de trouver un chemin qui va de 8 à 17. Puis comme c'est un chemin qui va de 8 à 17, bien, toutes les heures vont être couvertes. Et j'ai juste à regarder les arcs qui sont pris. Puis ça va me dire quel étudiant sélectionner. Mais il va falloir les arcs de retour pour ceux qui overlappent. Ah, ouais. Merci, Christelle. C'est la réponse. On va regarder. Donc, je vais faire ça. Je vais aller faire ici. Ça. 26. J'en ai 2 de midi à 17. Ensuite, j'ai de midi à 14. J'ai 13 à 16. 13.
16. J'ai de 14 à 17. Je vais copier 14 à 17. Est-ce qu'ils sont tous là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense qu'il m'en manque. Je pense qu'il y en avait un de 15 à 17. 15 à 17, effectivement. À 17. Donc, on a ça. Ce qui va nous manquer, Christelle l'a mentionné, en fait, c'est que bien, c'est possible que, en fait, le mieux à faire, parce qu'on le voit, si je prends l'étudiant de 8 à 10, bien là, j'arrive à ce nœud-là, 10, puis il n'y a aucun autre arc sortant, je suis coincé. Fait qu'en fait, il me faut un arc qui va revenir vers 9, qui va me permettre de prendre l'étudiant numéro 2. Donc, vous pouvez les appeler des arcs de retour. Je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de ça presque entre chaque paire de nœuds consécutifs. Puis ça va me permettre de représenter le cas où, en fait, j'ai des étudiants qui travaillent ensemble. Donc, je vais avoir besoin de ça ici. Oups. Je vais avoir besoin de ça. J'ai des problèmes. Je vais avoir besoin de ça ici. Ici. Et ici. Est-ce qu'il manque quelque chose maintenant? Je vous ai dit, on cherche un chemin de 8 à 17. Qu'est-ce qui manquerait? Les coups? Bien, les coups, ils sont là, on les voit Ah, sur les pardon. arcs. Oui. J'avais pas fait attention. Il manque quelque chose. Mais il faut une demande de 1 à chaque, j'imagine. Pas à chacun, mais il va falloir une offre et une Ouais. demande. Hein. On veut trouver un chemin de 8 à 17. Donc, on va avoir une offre ici de -1 et une demande de 1 au nœud 17. Mais ça ne fait pas qu'on passe par tous les points. Pas nécessairement, non. Par exemple, bien ici, je dois envoyer une unité de 8 à 17. Donc, je vais forcément faire 8, ensuite à 9, midi. Là, de midi, j'ai plusieurs options, là, donc je peux faire de 12 à 14 et 14 à 17. Et c'est terminé. Ça serait quoi les capacités sur ces arcs? Ça doit être 1 parce qu'il y a juste un étudiant. Ouais. Il y a un étudiant qui... Ouais, il y a juste un étudiant. Comme il y a une seule unité qui circule, on aurait pu aussi mettre aucune capacité. Là. Il va juste avoir une unité qui va circuler. La capacité n'est pas très importante dans ce cadre-là. Ensuite, bien, pour terminer, on va faire le modèle. Donc, on va juste écrire le modèle qui est associé à ce problème-là. Je vais aller ici, je vais m'ouvrir une feuille. Donc, en fond, je vais minimiser la somme des coûts sur mes arcs. Puis je vais aller... J'ai les heures ici. C'est ça par là. Et donc, je vais minimiser. Donc, j'ai un arc de 8 à 10. Donc, je vais avoir minimisé 26 par...
x 8, 10 plus 39. Oh, mais je vais faire tous les arcs. J'ai combien d'arcs de 2 heures? Tous les arcs de 2 heures ici. Donc, j'ai aussi le x 12, 14. Et j'ai le x... je l'ai 2 fois. Mais je pourrais ignorer l'étudiant 6 ou l'étudiant 4. Ça revient à la même chose. Plus 15, 17. Comme ça. Et ceux qui peuvent travailler 3 heures. Donc, j'ai le x 9, 12 plus le x 9, 13, 16 plus le x 14, 17. Et finalement, le petit dernier qui travaille 52, x 11, 15. Ça nous donne ça. Ensuite, bien, on va écrire nos contraintes de conservation de flot. La somme de ce qui rentre est égale à moins ce qui sort est égal à l'offre ou à la demande. Donc, pour le premier nœud, on a un seul arc sortant. Donc, ça serait moins x 8, 10 est égal à moins 1. Ensuite, je vais juste aller voir le nœud 9. J'ai un arc entrant et un arc sortant. Donc, j'aurai le x 10 à 9 moins le x 9 à 12 qui est égal à 0. Je vais aller voir le nœud numéro 10. Donc, j'ai le x 8, 10 moins le x 19 qui est égal à 0. Pour le nœud 11, j'ai le x 12, 11 moins le x 11 à 15. Donc, j'ai x 12, 11 moins le x 11, 15 qui est égal à 0. Ensuite, pour le nœud 12, j'ai le x 9, 12 moins les arcs sortants. Donc, j'ai le x 12, 11 moins, je vais juste prendre un des deux arcs, 12, 14, c'est égal à 0. Pour le nœud 13, j'ai le x 14, 13 moins le x 13, 16 qui est égal à 0. Ensuite, pour le nœud 14, j'ai un arc entrant, donc le 15, 14. Plus le x12, 14, moins, j'ai deux arcs sortants, le x14, 13, et moins le x14 à 17, qui est égal à 0. Pour le nœud 15 maintenant, j'ai le x11, 15, plus le x16, 15, moins ce qui sort, donc j'ai le moins x 15, 14 et moins x 15 à 17 qui est égal à 0. Pour le nœud 16, on a x 13, 16 moins x 16, 15 qui est égal à 0. Et finalement, notre dernier nœud x 14, 17 plus x 15, 17 qui est égal à 1. Et on a les contraintes de non-négativité à ajouter. Est-ce que ça va avec tout le monde pour aujourd'hui? Courte période d'exercice. Oui, ça va. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Non? OK.
Il y a une question sur le chat. Ah, OK, merci. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Ça va être la dernière période d'exercice avant l'examen. Là, il est un peu tard, on est jeudi. Je vais annoncer peut-être la semaine prochaine une période pour les travaux s'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec leur correction. On va pouvoir se parler sur Zoom à tour de rôle. Puis autrement, bien, on va se voir au prochain cours qui est le 2 novembre, je crois. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci à vous. beaucoup. Une petite question vite faite. Oui. Désolé. Juste savoir quand cette vidéo-ci va être sur YouTube. Bien, ça prend toujours quelques minutes avant, quelques minutes, peut-être 1 heure avant que OK, parfait. on me l'envoie, Zoom me l'envoie. Puis ensuite, eh bien, il faut que je l'envoie sur YouTube. Puis là, sur YouTube, il faut que ça soit traité. Fait que ça prend quelques heures. Mais demain matin, ça devrait être ça. Parfait, merci. Je vous En remercie. fait, j'aurais une question, moi aussi, par exemple. Oui. Est-ce que ce serait possible d'avoir le corrigé des exercices de révision qui étaient présentés au cours numéro 7, s'il existe? Il me semble que je ne l'ai pas vu. On ne les a pas tous faits, mais Les exercices ici? oui. Est-ce que les solutionnaires existent? Non, je l'ai fait avec les étudiants, puis dans le fond, il y a juste la question 1 qu'on n'a pas faite. Ah, là, je ne me souviens plus. Oui, Mais... il y a juste la question 1 qu'on n'aurait pas fait. Ah, mais il y aurait le 2, ouais, la 4 et la 1, dans le fond, qu'on n'a pas fait. On a fait d'autres problèmes similaires. Ouais, c'est pour ça. Je l'ai fait avec les étudiants, puis... mais si vous voulez m'envoyer votre solution, là, je peux la regarder pour vous dire si tout est beau. OK, parfait, merci. Merci à tous, puis je vous souhaite bonne chance pour l'examen et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.